a un petit peu de basketball aussi qu'on veut discuter avec vous autres. Puis on a encore une fois là, plein de bonnes affirmations qu'on va voir, mais je nous regarde dans le futur. Là. Je pense qu'on a de quoi. Je pense qu'on a de quoi ici. Mais d'ailleurs, Pop, reste donc avec nous. Reste donc avec nous un petit peu. Là. Basket, là, une des équipes du moment qui fait jaser, ce sont les Celtics de Boston, en dépit du fait que Jason Tatum n'a toujours pas joué cette saison. C'est incroyable, hein? Tu sais, est-ce que Joe Mazzulla se magasine le titre d'entraîneur de l'année? Honnêtement, là, tu sais, on rentre dans ce territoire-là, mais ce que je regarde du côté de Boston est que pour les 3 à 5 prochaines années, là, est-ce qu'on est rendu à un point où Jason Tatum ou Jaylen Brown pourraient être monnayés pour préparer l'après-ère de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin des deux dans la même équipe du côté de Boston? Puis tu sais, vas-y, termine ton point. Est-ce qu'on vit-on vraiment dans un monde où l'extension de contrat qui va cumuler jusqu'à 71 millions de dollars pour Jason Tatum ne sera peut-être pas un problème, mais qu'on va recommencer à regarder ça puis on se dit, hey, on est compétitif dans l'Est, on réussit quand même à être 10 victoires au-dessus de 500 sans lui. Est-ce qu'on pourrait prendre la vision à long terme, prendre un peu le taureau par les cornes un peu, préparer les 5 à 10 prochaines années et dire à Jason Tatum, écoute, je comprends que tu as été un joueur légendaire pour nous, c'est pour la business, tu nous as ramené un championnat, mais pour le bien de la business, on est peut-être à regarder une autre option pour toi. Quitte à travailler ensemble pour trouver une destination. Mais tu sais ce qui est scandaleux, puis c'est drôle, tu viens de me dire de parler de ça. Okay, les Celtics vont bien en ce moment. Je dois buy-in sur cette affirmation-là. Les Celtics qui sont présentement, non, mais attends un peu, là. Tu sais, sont deuxième dans l'Est en ce moment, sans le joueur de concession. Ils étaient un peu plus âgés. Mais il y a une douzaine d'années, les Celtics de Boston ont monnayé Paul Pierce, ont monnayé Kevin Garnett, ont monnayé Ray Allen et Rajon Rondo. Puis ils sont allés avec ça. C'est que de la business. Ils ont monnayé les gars avec qui ils ont gagné un championnat, puis ils ont fait sur leur dos peut-être 3 autres finales de conférence. Ils se sont butés finalement au Heat de Miami parce que finalement, il fallait que LeBron James gagne un championnat. Il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est lequel entre les deux tu trades? Parce que c'est facile, Jason Tatum. Ça sera Jason Tatum. Jaylen Brown, on lui a tellement donné de la sauce et il est en liste. Il ne gagnera pas le joueur défensif de l'année. Mais en tant qu'ailier qui peut jouer les deux côtés du plancher, il est au sommet de cette liste présentement. Écoute, mon feeling, c'est qu'on a quand même. J'ai l'impression que quand tu penses aux Celtics, okay, le gars qui a quand même l'étiquette de joueur de concession, c'est Tatum, puis c'est toujours plus facile d'échanger Robin que d'échanger Batman. C'est toujours beaucoup plus facile de faire ça. Tu sais, si tu échanges Jaylen Brown, okay, dans ce scénario-là, c'est comme, les Celtics sont décidés juste de mieux entourer leurs joueurs de concession. Si tu échanges Tatum, le message que tu envoies, c'est OK, le gars qu'on a vanté comme étant le meilleur joueur, le gros nom de cette équipe-là, ben, salut, puis on donne les rênes à quelqu'un d'autre. Tu sais, là, Brown a une super belle saison, puis c'est vraiment une super belle saison. Mais, tu sais, ça se fait quand même dans le contexte où d'un, l'Est est épouvantable. Ben, écoute, l'Est est toujours épouvantable. L'Est est épouvantable depuis les années, depuis que Michael Jordan a pris sa retraite. Là. Fait que, bref, l'Est est épouvantable. Et ça se fait aussi dans le contexte où, ben, tu sais, on peut quand même adapter un système où est-ce qu'on sait que Tatum va éventuellement revenir. Fait que, tu sais, ça n'avait pas une tonne de pression à Jaylen Brown d'être le gars pendant 82 matchs plus une run de série. Tu sais, éventuellement, il y a quand même le concept qu'un autre gars va venir l'aider puis enlever un peu de pression sur ses épaules. Moi, ce que j'ai hâte de voir, quand Tatum va revenir, à quoi ça va ressembler. Parce que là, si on arrive dans un monde où Tatum revient, Jaylen Brown est quand même le top dog, le alpha en haut, là. Peut-être que là, soudainement, l'idée d'échanger Tatum devient plus réaliste et raisonnable.
même si là, il rêve de faire la part des choses, tu sais qu'il va revenir d'une blessure majeure, évidemment, il ne sera pas à 100% en fin de saison, là. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment on va vivre ce partage-là post-émergence de Jalen Brown en tant que joueur de vraiment, vraiment premier plan. Parce qu'avant, c'était Dylan qui était le vrai joueur de premier plan avec Jalen Brown qui était plus son acolyte. Là, Jalen Brown a pris le rôle de numéro 1 à merveille. Comment on va vivre cette dynamique-là? On sait qu'elle a déjà été un petit peu tendue, la dynamique entre les deux. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler maintenant que Jalen Brown a pris ce pas-là vers l'avant. Ben oui. Et Félix, d'ailleurs, bon, encore une fois, là, tu peux juste pas t'empêcher que d'avoir l'affirmation la plus conservatrice qu'il y a. Tu as décidé, encore une fois, d'y aller avec une évidence pour ton affirmation de basket. Écoute, Cade Cunningham a une saison incroyable. Puis, dans un monde où est-ce qu'on a parlé tout le temps de la course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, qui sont les deux meilleurs joueurs de la NBA, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, il y a de plus en plus, on a la fameuse règle des 65 matchs qui devient un facteur puis qui commence à ruiner, entre guillemets, ces courses-là, dans le sens où Jokic, si je ne m'abuse, est à 2 matchs de ne pas être éligible. Je crois que c'est 7 matchs seulement qui peut manquer d'ici la fin de l'année. Donc, ça fait en sorte que ces gars-là, de plus en plus, on les voit comme des gars qui pourraient être sortis de la course au MVP. Et pendant ce temps-là, pendant que ces deux gars-là manquent des matchs à cause de blessures, Cade Cunningham, lui, ne manque presque pas de match et a une saison extrêmement impressionnante. Amène les Pistons, qu'on le rappelle, les premiers moments de show-là, on avait notre chronique hebdomadaire de à quel point les Pistons sont rendus mauvais, puis à quel point ils sont rendus à accumuler les défaites, puis à quel point ça va mal à Détroit. Ça a été un flip tellement rapide, notamment grâce à l'émergence de Cade Cunningham. Ce gars-là a une saison exceptionnelle. Et là, dans un monde où est-ce que Shai et Jokic ne peuvent pas gagner l'MVP parce qu'ils n'ont pas atteint le plateau des 65 matchs, ben, on va rapidement arriver dans un monde où est-ce que ça va être plus facile de discréditer un éventuel titre de MVP pour Cade Cunningham. Mais ça reste que la règle de 65 matchs a été établie pour une raison. Il faut que tu joues des matchs pour être considéré comme étant parmi l'élite de la Ligue. Tu ne peux pas juste jouer le 2/3 de la saison puis être considéré comme le meilleur joueur de l'année. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as été le meilleur joueur pendant les matchs que tu as joué, mais tu n'as pas été le meilleur joueur du jour 1 au jour, jour 82, mais au dernier jour de la saison, du premier jour au dernier jour, parce que tu as manqué une partie trop importante de ces matchs-là. Fait que oui, c'est correct que tu sais, un gars qui manque une dizaine de matchs, c'est correct, ce gars-là, tu as fait raison d'être MVP, mais 65, c'est le tiers, en fait, c'est le quart de la saison que tu as manqué quand tu es rendu à ça. Fait que c'est une partie extrêmement importante. Ce que Cade Cunningham fait, c'est digne de mériter un MVP. Pas si Shai et Jokic sont éligibles, évidemment, mais dans un monde où est-ce que ces gars-là ne le sont pas, et il y a un véritable monde dans lequel ils ne le sont pas, Cade Cunningham va être un MVP et de plein droit. Ce gars-là ne va pas avoir eu le MVP de consolation parce que les deux gars en avant de lui ne seront pas là. Ça reste un gars qui l'a mérité et qui, peu importe ce qui se passe, il va finir au minimum 3e de cette course-là. Il n'aura pas clairement pas volé cette place. En fait, Mio, je vais prendre le bord de Félix pour dire c'est pas un take safe de dire que Cade Cunningham pourrait être l'MVP parce que depuis le début de la saison, là, nonobstant de l'arrêt des 65 matchs ou non, c'est qui les 4? Il y a 4 joueurs qu'on dit que c'est les MVP et c'est les frontrunners en avant. SGA, Jokic, Giannis, Doncic. Ou à quelque part, il y a sont peut-être là, les vrais nerds de basketball. Là. Même les casuals ne donnaient pas de chance à Cade Cunningham de gagner l'MVP. Fait que je supporte le take de Félix là-dessus. Et je réfute le tien pour dire que Félix est allé conservateur sur celle-là. Merci, Bob. Moi, je dis que c'est conservateur parce que j'y crois, moi aussi. J'y croyais à ça de Cade Cunningham qui gagne le MVP. Présentement, pour terminer là-dessus, les Pistons sont à 5 matchs et demi, la tête de la conférence de l'Est. Cade Cunningham, avec une saison de 25 points, 6 rebonds et 10 passes décisives. C'est un meneur de 6 pieds 6, soit dit en passant. Ben Simmons, est un peu plus grand, mais Ben Simmons qui est capable de la tirer au minimum. Il y a des similarités. Peut-être. C'est vrai. Que voulez-vous? Hey, dans toutes ces prédictions-là, il y en a une qui peut faire sourciller beaucoup parce que, bon, c'est des honneurs individuels, mais les gars, on n'est pas des imbéciles non plus. Là où ces équipes
sont placés dans le classement a beaucoup à jouer là-dedans. Ça permet quand même d'avoir un certain barème de où est-ce que les performances individuelles contribuent dans la victoire. Et le NBA.com a mis à jour sa liste des favoris pour recrues de l'année. Et Con Knueppel des Hornets de Charlotte a dépassé Cooper Flagg au summum là, de cette liste de recrues de l'année. Puis d'ailleurs, toute la saison, ça s'est chevauché, les deux. Mais les Hornets, on ne se fait jamais d'attendre avec les Hornets, et avec raison. Et par les temps qui courent, ben, ça va bien. Ça va bien du côté de Charlotte. On est 9e dans l'Est. C'est 7 victoires à leurs 10 derniers matchs. Et Knueppel est le meilleur tireur à 3 points et le meilleur pointeur de cette équipe-là. Et de l'autre bord, les Mavericks, c'est toujours aussi misérable. Et Cooper Flagg n'est pas toujours disponible. Moi, ce que je vais te dire, Mio, c'est pour le positionnement, là, regarde le line-up à côté de Con Knueppel et regarde le line-up à côté de Cooper Flagg. Tu sais, Cooper Flagg n'a pas un LaMelo Ball. Il n'y a pas un Brandon Miller. Il n'y a pas un Miles Bridges qui est ton 4e meilleur pointeur avec une moyenne de 18 points. Là. Une moyenne de 18 points, c'est ton 4e meilleur marqueur de ton équipe. Cooper Flagg n'a pas ça. Fait que pour moi, le positionnement, j'achète pas ce que tu dis. Okay. Et je vais t'amener un argument plate, puis je sais que c'est pas une bonne façon de penser. Dis-moi pas le prestige du nom. Le prestige du rang de repêchage. Oh. Je suis pas d'accord. Mio, je suis pas d'accord avec ça. Mais il faut que tu concèdes. Tu n'as pas le choix de concéder. Les journalistes et les médias qui votent pour ça considèrent le rang de sélection. À moins que, quand Knueppel dépasse de loin Cooper Flagg, si les deux joueurs sont à peu près similaires, c'est le joueur repêché premier qui va l'emporter. Et pas seulement le gars pris premier, le gars que depuis plusieurs années, on voit comme étant un gros espoir en donné. C'est pas... Il y a quand même un statut, Cooper Flagg. C'est pas un gars qui s'est ramassé. C'est pas Zachary Risacher, là. C'est Cooper Flagg. C'était quelque chose au collégial, puis il y avait un engouement. T'avais l'opération Capture the Flag dans le passé. C'était pas rien. Là. Il y avait pas pourri pour Knueppel. J'ai pas une rime pas bonne qui vient là, mais pour le point. C'était pas Knueppel, le gros joyau de la QV. C'était Cooper Flagg. Puis ça avait quand même un statut. Et la Ligue a quand même... pour la même raison que Carrière va toujours gagner MVP ou recrue offensive de l'année, tu veux promouvoir les joueurs qui te font vendre des billets. Puis mais Flagg, pour toutes ces raisons-là. Mais Mio, si je peux t'aider, par exemple, pour... J'ai pas besoin de ton aide. Non, je sais. Mais s'il faut qu'on pousse collectivement l'agenda contre Knueppel, ce gars-là a déjà battu le record du plus grand nombre de 3 points faits par une recrue. Il moyenne 44% en tant que recrue. C'est insane. Ouais, c'est excellent. Side by side, c'est un peu la même chose, mais il est juste capable de tirer mieux le ballon que Cooper Flagg. Et son équipe gagne grâce à lui. Grâce à son tir à 3 points. Pop, dans tous les cas, tu ne me feras pas à croire que c'est une opération de la NBA pour favoriser les preneurs au livre. La NBA ferait jamais ça. Ben non! Tu sais, moi, je fais juste dire que Giannis, qui est minority staker de Karl Shee, ferait jamais ça. Il ferait jamais ça. Mais par contre, j'aimerais ça pour vrai que quand Knueppel arrive, parce que les Hornets, personne ne parle d'eux autres, mais ceux qui regardent la NBA diront que c'est possiblement l'une des 3 équipes les plus fun de toute la NBA. Avez-vous vu d'ailleurs très vite du côté de Charlotte que là, c'est rendu des segments aux nouvelles de savoir quand la LaMelo Ball se déplace, tellement que c'est un danger sur la route? Oui. Mon gars fait un accident. Il y a déjà le char de rechange qui traîne 2 rues en arrière. C'est comme dans Grand Theft Auto, là, quand tu l'appelles, puis tout d'un coup, ils viennent porter ta voiture, tu te retournes. Hein? Comment le char est arrivé là? Puis ils sont tous customisés, fait que c'est sûr que c'est lui, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lui, tu le vois arriver. Fais attention, hein.
C'est terrible, man. C'est terrible. Attention, les gens de Charlotte, en Caroline du Nord, ne sortez pas de vos maisons. La Melo Ball est sur la route. Fais juste imaginer si LaMelo Ball sortait de l'Université de la Géorgie au lieu de UCLA. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Pour ceux qui n'ont pas la Oh, référence, man. Il joue au football. Il joue au football. Il joue au football. si vous voulez la référence, tapez Georgia Bulldogs Reckless Driving, puis on s'en reparle. Et voilà. Il y a à peu près 12 pages Google de joueurs différents. Est-ce qu'Anthony Edwards en fait partie? Non, c'est vraiment seulement dans le programme de football. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le programme de football, là, mais c'est que dans le programme de football. Ça se passe. OK. Mais il y a des baby mamas, tu peux faire une équipe de football au complet, excluant le poste de carrière. En fait, et encore là, c'est sujet avec des gars qui ont conduit sous l'influence, qui ont joué dans le football que les Challenge. Tu peux faire attaque à 11, défense à 11. Unité spéciale, tu peux pas. Mais tu peux faire une défense à 11 puis une attaque à 11. Bon. Hey, mesdames et messieurs, vous êtes à peu près, c'est à peu près 700 là, mensuellement à nous écouter. Merci beaucoup d'ailleurs. Continuez comme ça. Ben, je vous invite, lâchez vers notre compte Instagram. On a toujours du beau contenu à vous réserver toutes les semaines. Félix ou Jay, tout le monde travaille fort à ce projet-là. Ben, aidez-nous à avoir un petit peu plus de yeux sur Instagram. On a vraiment du beau contenu avec ça. Puis ça va vous garder en haleine avec tout ce qui se passe dans le monde du sport. Puis des belles questions qu'on a pour vous.